Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé ce matin par Green Univers. Nous sommes très heureux de vous retrouver après les semaines très particulières que l'on vient tous de traverser. Nous espérons que vous allez tous bien. Alors vous le savez, d'habitude Green Univers organise des conférences en présentiel, mais la crise sanitaire nous prive pour l'instant de ce type de rendez-vous. Alors on a décidé de vous proposer de se retrouver en ligne pour ce premier webinaire. Alors, cela nous a paru d'autant plus important que l'on est à un moment très particulier, à un moment charnière, même si les énergies renouvelables ne sont pas le secteur le plus affecté par la crise que nous subissons, puisqu'on a continué à produire ces dernières semaines. Il n'empêche que l'on est dans un nouveau contexte, avec une crise sanitaire qui a l'air de se calmer, mais une crise économique annoncée comme très forte. Tous les pays préparent des plans de relance, l'Europe avance avec son Green Deal, la France chaque jour annonce des mesures pour différents secteurs et la transition énergétique est au cœur de beaucoup d'annonces que nous avons entendues. Elle est érigée en priorité pour le monde de demain. Mais tout n'est pas gagné puisqu'il y a aussi des obstacles. On a vu qu'il y avait eu du lobbying assez intensif ces dernières semaines pour résister à l'avancée de la transition énergétique. Donc, on a trouvé que c'était le bon moment pour Green Univers qui suit de près les marchés et les acteurs. Nous avons voulu donner la parole à 4 dirigeants d'entreprises des énergies renouvelables qui sont sur le terrain, qui préparent le monde de demain, qui ont déjà beaucoup innové ces dernières années, avec la volonté de leur demander un peu quel est leur diagnostic sur l'impact de cette crise pour leurs activités, et puis quelles perspectives voient-ils aujourd'hui, avec d'un côté effectivement, comme je le disais, la transition énergétique qui est érigée en priorité dans de nombreux pays, mais aussi des résistances, et puis en France, la PPE, puisque enfin nous avons eu le 23 avril la publication du décret d'application de la programmation pluriannuelle de l'énergie, très attendu. Donc, on va leur demander de réagir à ces différents points. Alors, je vous présente notre panel et je les remercie beaucoup, tous les 4, d'être avec nous ce matin, chacun dans son univers. Donc, je vous présente Elisabeth Hérault, présidente du directoire du groupe CNR, Eric Scotto, cofondateur et président d'Accio, Nicolas Wolf, vice-président et directeur général de Boralex Europe, et Louis Blanchard, directeur général de CARE. Alors CARE, pour ceux qui n'auraient pas lu Green Univers ces dernières semaines, qui n'auraient pas suivi l'actualité, CARE, c'est le nouveau nom du groupe Lucia. Lucia, qui est devenu un acteur actif dans les ENR, groupe de Jean-Marc Bouchet, à l'international et aussi avec des ambitions en France. Alors avant de leur donner la parole, une petite précision technique. Nous prendrons quelques questions un peu à mi-parcours, donc au bout de 35-40 minutes de webinaire. Vous pouvez poser des questions par chat et on reprendra donc quelques questions pour les intervenants. Et puis, vous pourrez également poser quelques questions à la fin de ce webinaire. Alors, premier point, effectivement, l'impact de la crise. Comme je l'ai dit, la production d'énergie a été considérée comme une activité essentielle, donc il n'y a pas eu d'interruption de la production. Le soleil a commencé de briller, a continué de briller plutôt généreusement, le vent était toujours là, le Rhône était toujours là aussi pour CNR, a continué de couler, donc pas d'interruption de production, mais malgré tout, on a traversé une zone de turbulence. Donc, première question, quel est un peu l'impact de cette crise pour vous à court terme et quel impact vous attendez à moyen terme, que ce soit peut-être à l'automne ou dans les mois qui viennent, dans les 2 ans qui viennent. Donc, je vais d'abord poser la question à Elisabeth Hérault. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous, quel diagnostic vous faites de l'impact de ce que nous vivons? Merci, vous avez raison, le Rhône n'a pas arrêté de couler pendant cette crise, donc nous avons continué à assurer les missions essentielles sur ce fleuve. Et nous avons produit une énergie qui, je n'imagine même pas que nous ayons arrêté de produire cette énergie, parce que si on avait rajouté à la pandémie un blackout en France, je pense qu'on ne serait même plus en train d'en parler, ça aurait été une véritable révolution. Donc, je crois que cette période, elle a permis de se rendre compte effectivement que l'énergie est vitale et surtout toutes les énergies, puisqu'on avait plutôt l'habitude de parler d'une seule énergie. Et on s'est rendu compte que l'éolien, l'hydroélectricité, le photovoltaïque avaient toute leur place dans cette fourniture d'énergie.
Donc ça, c'est pour moi, sur le court terme, ce que j'ai noté dans cette prise de conscience et dans cette accélération de la prise de conscience que toutes les énergies ont leur place. Je pense que cette crise à plus moyen terme est une crise qui va nous amener à repenser socialement et écologiquement tous nos systèmes. Avec, vous l'avez dit, les deux mondes qui vont non pas s'affronter, mais en tout cas s'opposer, qui est le monde qui veut aller de l'avant et effectivement changer les systèmes qui nous ont amenés là où nous sommes, et puis le monde d'hier qui n'a pas l'intention de lâcher du lest. Hein. Donc voilà, à moyen terme, moi j'ai quand même cette inquiétude de ce lobbying et de ce monde ancien qui va résister. J'ai aussi une inquiétude importante sur l'état de nos sous-traitants. Nous ne pouvons pas, nous, gérer le Rhône ou nos parcs photovoltaïques et éoliens sans nos sous-traitants. Et je note dès aujourd'hui un certain nombre de nos partenaires qui ont des difficultés de trésorerie ou difficultés simplement liées au fait que ne pas avoir eu de chiffre d'affaires pendant 2 ou 3 mois, même si nous avons continué à en faire travailler certains, ça les a fragilisés parce qu'ils étaient déjà fragiles avant. Et moi, j'ai une certaine inquiétude sur la disparition d'un certain nombre de nos sous-traitants. J'ai une inquiétude aussi sur le monde bancaire et les assurances. Je sais qu'il y en a qui sont autour de la table et je pense que cette crise va les impacter très lourdement. Mon dernier point, c'est une inquiétude sur la fracture que j'ai notée. Fracture entre ceux qui ont continué à travailler, je parle là de CNR, mais aussi de l'ensemble des salariés en France, ceux qui ont continué à travailler, à essayer de résister à cette crise, à apporter de la valeur. Et puis, chez CNR comme ailleurs, un certain nombre de personnes qui se sont installées dans une certaine facilité. Puisque moi je le sais, et même si nous ne pouvions rien faire, il y a une partie des gens de CNR qui ne pouvaient pas télétravailler puisque leur métier ne s'y prête pas, et pour autant on ne pouvait pas les mettre sur le terrain. Et 3 mois après, je me rends compte que ça va être très difficile de les faire retravailler car ils ont pris goût à une certaine facilité, d'autant plus qu'ils ont été payés à 100% pendant cette période. Et j'entends de plus en plus dire, y compris chez nous, que les gens ne reprendront qu'en septembre, mais voilà. De mars à septembre, ça fait long pour reprendre le travail dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est une de mes inquiétudes sur la relance économique. Une petite précision peut-être sur les prévisions. Est-ce que vous vendez une partie de votre production sur le marché? Donc j'imagine que la baisse du prix de l'électricité vous a affecté ces dernières semaines. Est-ce que du coup, sur l'ensemble de vos prévisions, vous allez revoir, aujourd'hui c'est la présentation d'un projet de loi rectificatif, projet de loi de finances rectificatif, nouvelle version. Est-ce que vous aussi, dans votre entreprise, compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu de ce que vous prévoyez, vous êtes obligé aussi de revoir vos prévisions, vos budgets? Alors, j'ose dire que nous sommes une entreprise privilégiée puisque nous vendons notre énergie sur les marchés à moyen terme, donc à 3 ans. Donc, une grande partie de notre chiffre d'affaires de cette année est déjà constituée depuis les 3 années qui viennent de s'écouler. Donc, 75% de notre chiffre d'affaires a été construit l'année dernière, l'année d'avant et il y a 3 ans. Donc, en fait, nous ne sommes impactés que sur la partie qui reste libre de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire les 25%, où là, effectivement, les marchés aujourd'hui sont assez volatiles, on va dire, et nous impactons notre chiffre d'affaires d'à peu près 10% de notre chiffre d'affaires attendu en 2020. Mais je dirais que par rapport à d'autres entreprises, c'est rien du tout. Donc, je dis ça parce qu'il y a 3-4 ans, quand les prix de l'énergie ont commencé à remonter, certains de nos partenaires sociaux, notamment, nous avaient reproché de ne pas avoir attendu pour vendre. Cette année, c'est bizarre, je ne les ai pas entendus me le dire, puisque nous nous en sommes bien sortis. Elisabeth Hérault, du coup, quelles opportunités vous voyez? Est-ce que c'est clairement le moment d'accélérer, même s'il y a du lobbying, même s'il y a des vents contraires, mais est-ce qu'il y a vraiment un momentum pour les énergies renouvelables et est-ce qu'il faut être pied au plancher pour essayer d'accélérer et de profiter de ce contexte favorable, à la fois de nouveaux moyens, de la PPE enfin arrivée en France? Donc, quelle est votre stratégie par rapport à cela? Bon, je pense clairement que si on ne prend pas ce tournant qui est majeur dans notre époque, hein, on se trompera. Les énergies renouvelables font partie
effectivement de ce tournant que nous devons prendre. Je vais rebondir parce que je vois à la fois des opportunités et des menaces, je l'ai dit, mais si je reste sur les opportunités, il y a une chose que je trouve intéressante dans la crise que nous venons de vivre, c'est le rôle que vont jouer les entreprises, quelles qu'elles soient. D'accord. Et ça a été très bien dit à l'instant, notamment par Eric, c'est les entreprises qui auparavant faisaient du greenwashing et qui investissaient par exemple à l'étranger dans des énergies pas très propres. Tout ça, je pense malgré tout qu'il va falloir qu'on ose établir des indicateurs qui vont être effectivement des vrais indicateurs, qui vont être liés au vrai travail que font les entreprises. Je sais que beaucoup s'y opposent parce que c'est le meilleur moyen effectivement de voir quelles sont les entreprises qui vont accompagner ce changement nécessaire et quelles sont celles qui vont faire semblant. Mais moi, je crois que toute cette injection d'argent qui est mise aujourd'hui et qui est notamment de l'argent public, donc notre argent quelque part, moi, j'aimerais bien que cet argent s'accompagne d'engagement de la part des entreprises qui vont en bénéficier et d'indicateurs qui vont permettre de suivre en fait ces progrès. Je pense que c'est un amorçage en fait de cette transformation qui est nécessaire. Le deuxième point, je pense que pour que les entreprises à qui il faut faire confiance, notamment si je reviens aux entreprises des énergies renouvelables, ces entreprises, elles ont besoin, on le dit depuis longtemps, à la fois de vision de long terme, donc pouvoir s'inscrire dans la durée. On parlait tout à l'heure dans les financements, effectivement, d'accroître en fait la durée d'amortissement de nos équipements. Par exemple, il faut avoir une vision de long terme qui nous permette effectivement de travailler sereinement. Et cette vision long terme, je vais être un petit peu, je suis assez lucide sur le sujet, mais je vais être un petit peu provocatrice. Il faudrait qu'on apprenne à appliquer ce que nous avons décidé, et notamment la PPE, qui est effectivement pour moi un progrès énorme. Car en pleine pandémie, oser, et moi aussi je dis que nous avons la chance d'avoir une ministre qui a osé répondre au MEDEF quelques jours après en publiant à la fois la stratégie nationale bas carbone et la PPE, c'est une très belle réponse de la bergère au berger. Donc voilà, donc nous avons absolument besoin que ces gestes forts qui ont été officialisés soient suivis d'effets. Et suivi d'effets, ça veut dire, nous le savons en France, et j'ose le dire, nous devons travailler sur un mix énergétique plus équilibré. Nous ne pouvons pas à la fois penser que nous allons avoir des disparitions d'entreprises, une réindustrialisation de la France qui va être progressive et assez lente, et penser que nous pouvons continuer à produire des énergies sans faire en sorte qu'une partie des énergies d'aujourd'hui disparaissent. Donc on a beaucoup parlé du charbon, mais on va aussi parler un petit peu du nucléaire. Donc dans la PPE, il est inscrit une disparition progressive d'une part de notre nucléaire et une rénovation de ce nucléaire. Et j'espère bien que nous allons appliquer ce que nous avons dit. C'est moi ce que j'appelle aussi une vision long terme. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, il est basé sur les autorisations administratives. Nous sommes dans un pays qui est extraordinairement complexe en matière d'instruction de nos autorisations administratives. Et pour moi, autorisation administrative ne veut pas dire, je ne peux pas dire tout et son contraire, abandonner en fait la protection de notre environnement. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait des instructions de dossier qui vérifient que notre environnement est respecté par les projets que nous allons construire. Je ne veux pas dire le contraire, je vous rappelle que 60% des vertébrés ont disparu ces 40 dernières années, qu'on continue à déforester partout dans le monde, y compris un petit peu en France de temps en temps, puisque l'année dernière, on a encore déforesté un continent entier équivalent à l'Inde. Donc je veux dire, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une instruction d'une administration qui vérifie que l'environnement est respecté, que la faune et la flore sont respectées. En revanche, je pense que nous pourrions avoir une révolution si nous avions des interlocuteurs qui se mettaient au pas de l'entreprise, c'est-à-dire du temps de l'entreprise. Nous n'avons pas la même notion, nous ne pouvons pas, moi je viens de le vivre, sur une immersion d'un mètre cube pour faire des relevés dans le Rhône. Nous avons des dossiers qui ont fait 50 pages au départ et nous en sommes au 3e aller-retour. Enfin, tout ceci devient hallucinant. D'accord ? Donc, je pense aussi que pour que cette relance réelle dans les énergies renouvelables puisse s'accélérer comme c'est nécessaire, il faut aussi que les autorisations administratives suivent. Mon dernier point, il est lié à ce qui était dit sur l'investissement participatif. Le chiffre que j'ai en tête, il n'est peut-être pas tout à fait exact, c'est que pendant cette période de pandémie, les Français ont mis de côté 60 milliards d'euros. D'accord ? 60 milliards d'euros pour une consommation qui n'a pas eu lieu comme avant, puisqu'effectivement, tout était plus ou moins fermé. Et donc, je m'étonne qu'on
on ne trouve pas, je dirais, à ces 60 milliards d'euros des emplois intelligents de long terme pour une population qui parfois n'a pas conscience que lorsqu'on l'encourage à consommer, puisque ce sont les directives qui ont été données, consommer, consommer, consommer. Mais non, justement, je voudrais bien qu'on arrête de consommer et qu'une partie de ces 60 milliards puisse être fléchée en investissement participatif avec effectivement une pédagogie, un accompagnement de la part de nos gouvernants, mais j'aimerais bien qu'on dise aussi à la population qu'elle peut peut-être consommer aussi en investissant dans la durée et pour elle, et pour ses enfants et pour la suite. Tout dernier point, on a parlé de la PPE, je valide ce qui a été dit par mes trois compères. Je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant au niveau de l'Europe et de la façon dont le Green Deal va être écrit et sorti, parce que la relance des énergies renouvelables et son accélération en France passe aussi par l'Europe. Nous ne sommes pas tout seuls. Et donc, il va falloir qu'on veille à ce que nous avons imaginé, ce qui a été écrit, publié, soit compatible avec ce que l'Europe a l'intention de faire. Voilà. Donc, c'est un constat qui est lucide, qui n'est pas négatif. Hein. Je pense que le fait que l'entreprise revienne au cœur des débats est vraiment un atout, parce que l'entreprise est un formidable levier d'accélération, parce qu'elle est agile, rapide. On l'a prouvé d'ailleurs sur la pandémie. Hein. Nos entreprises ont su se mettre effectivement immédiatement en situation. Je pense qu'il faut leur faire confiance et la relance des énergies renouvelables, elle passe par les entreprises avant de passer par les autres. Elisabeth Hérault, une question sur l'innovation, effectivement, à la fois sur votre stratégie, et puis est-ce que ça suffit en même temps de faire du solaire flottant? Vous allez peut-être nous parler de ce que vous faites sur les digues, du solaire vertical. Et est-ce que à la fois toutes ces innovations, parce qu'après, en termes de volume, est-ce que ça va suffire pour atteindre les objectifs ambitieux qui sont fixés? Je vais rebondir sur ce que Louis et Eric viennent de dire. Pour moi, en tout cas en France, puisqu'en fait on ne peut pas raisonner de la même façon lorsqu'on raisonne dans le Chili au Chili, où on a des surfaces pour mettre des panneaux photovoltaïques au sol à perte de vue. En France, nous sommes dans un pays extrêmement urbanisé, avec énormément de contraintes, beaucoup de sites classés. On a parlé de biodiversité, voilà. Donc en fait, Louis a raison de dire que le foncier reste la clé du développement des énergies renouvelables, et qui plus est, Nicolas le disait tout à l'heure, il est plutôt mal réparti, puisqu'on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des rejets assez forts des populations du nord-ouest de la France. Et donc je pense que le vrai sujet dans l'innovation, c'est comment on peut imaginer des systèmes qui utilisent les surfaces déjà existantes. Eric a parlé effectivement des toitures, on parle du photovoltaïque flottant, mais nous travaillons aussi sur une utilisation en fait des linéaires, puisque nous avons en partenariat avec le CEA actuellement un projet de construction en fait de panneaux photovoltaïques sur des très grandes longueurs, et qui seraient placés de façon, si je dis verticale, ça dépend bien entendu, mais en tout cas de façon verticale et bifaciaux, et qui me paraissent être une des réponses notamment au sujet du foncier et de la place que nous avons en petite quantité en France. Donc ça me paraît être une innovation plutôt technologique. Il y a une innovation, on a parlé d'hydrogène, nous on travaille beaucoup sur l'hydrogène. On a une innovation dont on n'a pas parlé, qui me paraît essentielle dans les énergies intermittentes et sur laquelle CNR est positionné. C'est tout ce qui touche à l'innovation qui concerne en fait les prévisions météo, puisque ce qui permet aujourd'hui d'organiser le système des énergies renouvelables, c'est le foisonnement. Parce qu'il y a le stockage, c'est une réalité, mais il y a une autre forme d'utilisation aussi de toutes ces énergies, c'est le foisonnement, c'est-à-dire utiliser des champs photovoltaïques qui sont dans le sud-ouest, combinés au Rhône et combinés à de la production éolienne dans le nord de la France. Et donc, c'est ce foisonnement qui nous permet effectivement de délivrer l'énergie nécessaire sur les réseaux. Et pour que ce foisonnement puisse fonctionner, il faut qu'on ait des prévisions météo les plus fines possibles. Et là, je prononce le mot intelligence artificielle, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, les énergies renouvelables ne se résument pas à des moulins qui tournent ou à des panneaux photovoltaïques. Il y a tout un système derrière d'organisation et d'injection en fait dans les réseaux. Et l'intelligence artificielle, nous avons des programmes très importants actuellement, parce que depuis très longtemps,
CNR prévoit en fait l'énergie qui va être dégagée par le Rhône et nous prévoyons chaque goutte d'eau qui va passer dans nos différents ouvrages. Et aujourd'hui, nous sommes à une prévision qui est fiable à moins de 3%. Donc, nous avons moins de 3% d'erreurs et nous sommes en train de baisser parce que chaque demi-pourcent a énormément d'importance. Et donc, nous sommes en train d'étendre en fait cette démarche au photovoltaïque et à l'éolien. Voilà encore une innovation à laquelle on ne pense pas quand on pense énergie renouvelable. On pense plutôt physique, mais il y a aussi la partie, je dirais, numérique et intelligence artificielle pour piloter tout ça. Voilà. Ce que je voulais rajouter sur l'innovation, je pense quand même qu'en termes d'innovation, on va parler aussi de réindustrialisation de la France à un moment. Et du coup, je peux peut-être me permettre de faire le lien. Je crois qu'on a raté. Vous vouliez peut-être poser la question, mais non, allez-y, très bien. Je pense qu'on a raté en France, comme souvent, c'est un pays qu'on adore tous, je crois. C'est un pays où nous sommes bourrés de talents et de défauts. Et parmi les talents, nous inventons énormément de choses. Et parmi les défauts, nous ne savons pas les développer nous-mêmes, nous ne savons pas les garder. Les Chinois ont quand même développé une partie de leur industrie photovoltaïque à partir d'idées qui avaient été initiées en France. Il suffit d'aller visiter l'Institut national d'énergie solaire pour voir que beaucoup de pays nous envient d'avoir cette richesse intellectuelle en France, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Il va quand même falloir qu'on apprenne à développer nous-mêmes. Donc moi, je crois qu'on est avec l'accélération dont on a parlé depuis le départ de ce webinaire, on est à un tournant important des énergies renouvelables et à une accélération de ce développement. Il va falloir qu'on apprenne à maîtriser en fait et à ne pas dépendre d'autres pays, à maîtriser une partie de la production de ce qui va nous permettre effectivement d'acquérir une certaine autonomie en matière de production d'énergie qui est essentielle à notre développement. Et donc, je crois qu'on a la chance aujourd'hui, on est en train de basculer, effectivement. Il y a tous les panneaux hétérojonction, on parlait des panneaux bifaciaux, on parle des panneaux photovoltaïques, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Donc, sur le photovoltaïque linéaire, on aura la nécessité aussi de travailler sur les systèmes d'évacuation d'énergie, etc. Et tout ça, il faut qu'on le fasse en France. Il faut qu'on arrête de dépendre des autres pays. Et en matière de réindustrialisation, je crois que c'est important. On dit que, je crois que c'est le CER qui avait sorti ces chiffres, 1 million d'investissements dans les énergies renouvelables égale 14 emplois. Si je ne me trompe pas, ça vient du CER. Donc, il va falloir qu'on apprenne à construire nous-mêmes ce sur quoi nous travaillons et que nous sommes en train d'inventer. Et en France, on a cette chance de travailler dans des milieux contraints qui vont nous obliger effectivement à nous transcender pour arriver à construire des outils de production décentralisés qui soient acceptés par la population et qui soient respectueux de l'environnement dans lequel on va les construire. Donc, c'est une opportunité, je considère, pour des industriels, comme l'a dit Eric tout à l'heure, une fois de plus, à condition qu'on ait de la visibilité et de la profondeur de marché.